Bonsoir à tous. Ce soir, on a décidé d'aborder le sujet de l'entretien annuel. On s'est dit qu'en décembre, c'était le mois idéal pour en parler. Cet entretien annuel, il est souvent stressant car c'est le moment de faire le bilan sur votre travail. C'est un moment un peu particulier où on ne va parler que de vous pendant 1 heure. Et justement, c'est aussi l'occasion de parler de vos réussites, de votre épanouissement pro et de votre évolution, et aussi de votre salaire. On sait bien que vous êtes venu essentiellement pour ça. On a le plaisir d'avoir avec nous Pauline Farina, qui est HR Business Partner chez Deezer, la plateforme dédiée à l'écoute de musique en streaming française qu'on ne présente plus. Pauline, elle y travaille depuis un peu plus de 4 ans et elle a expérimenté plusieurs postes en recrutement et en ressources humaines. On a aussi Jordan Defas, qui est DRH du Slip français, une entreprise de vêtements made in France, comme son nom l'indique. Jordan, il a rejoint l'aventure il y a 6 mois, donc c'est assez récent. Et avant, il était HR manager dans une grande entreprise qui s'appelle Belle France. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, donc on a donné comme titre à cet événement « Comment réussir son entretien annuel ». Pourtant, en discutant avec vous deux, il semble que l'expression ne soit pas forcément la plus appropriée pour parler de l'entretien d'évaluation. Pauline, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, bien sûr. Donc effectivement, quand on parle d'entretien annuel, souvent ça fait penser aux structures dans les grands groupes. On va faire l'entretien au bout de l'année, et c'est vrai que ça a tendance à vraiment évoluer, que ce soit dans toutes les industries. Et concrètement, on va avoir tendance à avoir de plus en plus des timings et des temporalités qui sont de plus en plus rapprochées du temps de l'humain, à savoir des périodes beaucoup plus rapprochées. Par exemple, nous chez Deezer, on va avoir un processus où on va le faire un petit peu tous les 3 mois, avec un gros bilan effectivement à la fin de l'année, mais on va se voir de manière beaucoup plus régulière. Donc on peut plus vraiment parler totalement de processus annuel de nos jours. Jordan, pour un collaborateur, quel est l'objectif de cet entretien et en tant que collaborateur, qu'est-ce qu'on doit essayer d'en retirer ? Alors, l'objectif, il peut être un peu multiple. Tu peux avoir ton idée fixe qui est ta négociation salariale, et on en parlera tout à l'heure. Je pense que ça dépend un peu du process d'entretien d'évaluation que tu as. Quand tu es dans un objectif, comme il existe chez Deezer ou comme on a au Slip français, avec des entretiens trimestriels, on est plus sur le pilotage très court terme et le retour sur la performance, évidemment, du trimestre et la projection sur le trimestre ensuite. Quand on parle d'entretien d'évaluation annuel, et donc là, on fait le bilan d'une année écoulée ou des 12 mois en cours, je pense que l'objectif, il doit être double. Il y a un premier, c'est vraiment faire le bilan des performances, des réalisations qui ont eu lieu, et puis la projection. Et ça, c'est super important. C'est pas qu'un bilan ou la défense de son bilan pour réclamer une augmentation, c'est aussi une projection vers un poste, la demande d'une formation ou d'accompagnement d'un manager. Souvent, la première partie de l'entretien d'évaluation est justement consacrée à ce bilan de ce qu'on a pu effectuer sur l'année. Donc c'est l'occasion de revenir sur ce qu'on a accompli et surtout la manière dont on l'a fait. Comment on fait pour montrer qu'on a performé ? Alors déjà, on se prépare, je pense, pour démontrer qu'on a performé. L'entretien annuel, souvent c'est vu, parce que c'est un moment effectivement assez important, comme étant un peu le combat de boxe. Donc on se dit, on prépare tous ces arguments, et puis il va falloir que je démontre à mon manager que j'ai raison de demander l'augmentation que je vais demander à la fin. Alors, faut sortir un petit peu de cette relation un petit peu frontale pour se dire qu'il y a plein de choses à construire normalement dans la relation managériale. Enfin, on va essayer en tout cas de voir le management d'une manière un peu moderne, mais effectivement, ça se prépare. Un bilan, c'est à la fois la capacité à démontrer ses forces et souligner ses forces par des réalisations et des choses très concrètes. Donc, ça va être des chiffres. Si vous êtes sales ou si vous travaillez sur la fonction achat par exemple, ça va être des aspects quantitatifs, si vous avez réalisé des événements ou au contraire produit des livrables sur lesquels vous avez pu avoir des feedbacks utilisateurs. Ça, c'est très important de nourrir ce que vous avez réalisé de feedback. Ces feedbacks, ils peuvent venir à la fois d'utilisateurs, comme je le disais, de clients, mais aussi de pairs ou des collaborateurs de vos équipes si vous êtes manager et que vous avez la possibilité de recueillir un peu de feedback de la part des personnes de votre équipe. Mais le mot d'ordre, c'est préparation, puisqu'effectivement, il va falloir factualiser cette performance. Donc concrètement, on reprend les objectifs qu'on s'était fixés sur la période et on montre comment on a réussi ou pas réussi d'ailleurs à les atteindre, quoi. Alors si on fait pas de langue de bois, il faut effectivement se dire qu'on prend les objectifs de la période si vous en avez. Donc si vous en avez, bien sûr, vous vous reposez sur les objectifs de la période. On sait aussi qu'une année, des fois, c'est long, quand vous n'avez pas la chance d'avoir des trimestriels qui permettent de réajuster au fil de l'eau, et des fois, les objectifs fixés 12 mois avant, ils sont un peu périmés. Donc il y a eu énormément de choses qui ont eu lieu entre-temps, et donc vous avez forcément fait des réalisations qui vont au-delà de ces objectifs-là. Et donc il faut pouvoir reprendre le fil de l'eau de l'année, reprendre ces objectifs, voir ceux qui ont été atteints, et puis si vous avez fait des réalisations et eu un impact qui va au-delà de ces objectifs-là, pouvoir évidemment mettre au crédit de votre bilan.
Pauline, justement, quand on n'a pas d'objectifs ou qu'on a des objectifs qui sont très génériques, très vastes, comment on fait ? Alors concrètement, il faut aussi garder en tête que c'est un travail qui va dans les deux sens. Donc ça peut arriver, des fois on n'a pas d'objectif, des choses vont vite, votre manager n'a pas le temps de revenir vers vous pour les définir. Et ce que je conseille vraiment toujours, c'est de garder en tête que si vous n'avez pas d'objectif, il est hyper important d'aller voir votre manager, de lui montrer que vous êtes proactif par rapport au sujet, de lui dire écoute, effectivement, j'ai pas d'objectif, est-ce qu'on peut en discuter ? Et au-delà de ça, je pense que plus vous allez monter en seniorité, plus ça va être une attente de la part de votre manager aussi, que vous soyez proactif, que vous l'aidiez à définir une stratégie. Maintenant, ceci étant dit, si vous n'avez pas eu l'opportunité de lever la main et de dire voilà, j'ai pas d'objectif et que vous arrivez à ce moment de l'évaluation, l'objectif c'est de quand même montrer à votre manager les réalisations que vous avez pu effectuer sur la période écoulée. Donc ça va effectivement passer par ce qu'on s'est dit, à savoir regarder les projets sur lesquels on a pu travailler, les résultats qu'on a pu avoir, essayer effectivement de trouver des éléments chiffrés pour montrer aussi l'impact qu'on a pu avoir, malgré le fait qu'on n'avait pas forcément des objectifs hyper définis, on a quand même fait des choses, on a quand même eu des réalisations. Donc ça va vraiment être de regarder et d'essayer de démontrer à son manager voilà, qu'on a apporté quelque chose, qu'on a eu des résultats, mais également qu'on a travaillé aussi avec l'équipe, puisqu'il ne faut pas oublier que la performance, c'est la combinaison entre les objectifs, mais aussi l'attitude en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Donc montrer par exemple que vous êtes un membre qui contribue vraiment au travail de l'équipe et qui est investi, malgré ce flou que vous pouviez avoir autour de vos objectifs. Et pour toi, c'est quoi un bon objectif ? Je te donne un exemple. En préparant cet entretien, j'ai regardé mes objectifs à moi, et un de mes objectifs, c'était créer de nouvelles choses, qui est hyper vague. C'est flou. Comment on pourrait transformer ça en un objectif qui soit concret ? Et du coup, c'est aussi l'outil qui va nous servir pour la négociation salariale. Alors, très bonne question. Effectivement, même si parfois on a des objectifs, ils sont assez flous, on ne sait pas trop ce que ça veut dire à la fin de la période, on se dit, bon, voilà, on s'était défini ça, et en fait, maintenant, les choses ont changé, et comment on évalue tout ça ? Donc vraiment, moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser la méthode des objectifs SMART. Donc, c'est des objectifs qui doivent être simples, qui doivent être mesurables, qu'on doit pouvoir atteindre aussi, et des objectifs qui sont délimités dans le temps. Donc, très concrètement, juste réaliser tel projet, ça va pas être suffisant. Il faut qu'on se dise dans combien de temps on attend un livrable, quel est un livrable de qualité, comment on va le définir, et aussi se poser la question, ok, est-ce que moi, aujourd'hui, avec les moyens que j'ai, je suis en capacité d'atteindre ce livrable ? Et si la réponse est non, il ne faut pas hésiter à le dire à son manager en disant voilà, effectivement, on se dit que c'est ça l'objectif, c'est très ambitieux. Est-ce qu'on peut aussi discuter des moyens parce que voilà, je souhaite atteindre cet objectif-là. Donc vraiment être très vigilant sur ce flou et utiliser potentiellement cette méthodologie des objectifs SMART qui peuvent vraiment vous aider à cadrer et faire en sorte qu'il y ait tous les éléments clés pour qu'un objectif soit bien défini. Jordan, tu parlais de la surperformance tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça sert de montrer qu'on a surperformé ? Alors, la surperformance, c'est toujours un peu délicat parce que c'est une question très subjective. Les lunettes que va avoir mon manager ou le top management qui va m'évaluer et puis les lunettes que je peux avoir sur mes réalisations, elles peuvent être un petit peu différentes. Néanmoins, il y a quand même des critères objectifs. Encore une fois, si vous avez fait 120% d'une performance commerciale, par exemple, ou dans ton cas, par exemple, créer de nouvelles choses, dépasser les attentes qui étaient placées dans le type d'événement que tu avais réalisé une année auparavant, ça permet de dire, voilà, je me suis pas juste mis au niveau, je suis allé quand même bien plus loin, et puis j'ai encore une fois des critères objectifs pour les attendre. Pour aller un petit peu plus loin sur ta question, comment est-ce qu'on le démontre ? Encore une fois, on en revient aux faits, on en revient aux chiffres, si on a chance d'en avoir. Quand on n'en a pas, encore une fois, on récolte du feedback. L'avantage du bilan, c'est que normalement, on se projette sur une réalité qui avait lieu, par exemple, l'année précédente, et on peut, sur la base de ce qui a été réalisé, par exemple, toi, le nombre d'événements ou alors l'ampleur des événements que tu as réalisés, se projeter sur le nombre de personnes qui sont venues, le nombre de personnes qui nous ont suivis, ou au contraire, les feedbacks des personnes qui étaient présentes dans la salle et qui ont trouvé que la qualité des événements était bien meilleure que celle des années passées, par exemple. Ça arrive souvent dans le cas où le manager, la personne qui va nous évaluer, ne sait pas exactement ce qu'on a fait sur l'année. Comment est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que c'est possible d'aller chercher du support en interne, par exemple, avec d'autres collègues qui sont plus au fait de ce que tu as réalisé sur les derniers mois ? Je pense que c'est
incontournable dans les méthodes d'évaluation un peu modernes, de plus en plus qu'on soit face à des managers qui n'aient absolument pas conscience de ce qu'on réalise au quotidien ou qu'on soit avec des managers qui en ont bien conscience. C'est intéressant de recueillir le feedback en 360, que ça soit encore une fois de ses pairs, des membres de son équipe ou des gens avec lesquels on a l'habitude de travailler. Dans les nouvelles formes de travail, sans être hyper innovant, on travaille de plus en plus en mode projet, et donc forcément c'est pas forcément l'équipe directe qui peut vous évaluer, mais au contraire les gens avec lesquels vous avez concrétisé plusieurs projets dans l'année. Donc il faut généraliser ce mode d'évaluation. Et j'irai même plus loin, c'est que au-delà de l'entretien annuel, il faut passer au mode des entretiens trimestriels, et à chaque trimestriel, puisqu'on a eu des réalisations de livrables ou des morceaux de livrables ou des projets qui sont concrétisés, il faut pouvoir recueillir ce feedback-là, et les personnes doivent être impliquées dans le processus d'évaluation d'une manière ou d'une autre. Pauline, on vient de parler de ses performances. Comment on fait pour montrer aussi ses qualités, ses défauts, la manière dont on pourrait s'améliorer, à quel moment on en parle et comment on fait un peu pour s'auto-évaluer là-dessus? Alors, je pense que c'est effectivement important déjà d'aborder les deux sujets. On pense souvent à se mettre vraiment en avant, mais c'est d'autant plus apprécié aussi que de faire un vrai travail d'introspection et de se dire, OK, il y a des choses sur lesquelles j'ai vraiment bien performé, des choses sur lesquelles j'ai eu des vrais succès, mais il y a aussi potentiellement des axes d'amélioration sur lesquels je pourrais travailler. Donc là, c'est un point hyper important de se poser la question sur les deux aspects. Maintenant, ceci étant dit, comment on fait concrètement? Il va falloir se poser, regarder toutes ces données, regarder tout ce qu'on a pu réaliser, tous ces objectifs, et se poser réellement la question, factuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Sur quels éléments j'ai atteint mes objectifs et pourquoi? Quelles ont été mes forces sur ces aspects-là? Qu'est-ce qui a fait que j'ai atteint tel projet avec succès? Et potentiellement, sur tel autre projet, telle autre mission, qu'est-ce qui a fait que j'y suis pas arrivée? Et c'est hyper important de prendre ce temps et de regarder ces aspects-là, parce que après, quand on aura la discussion avec son manager, on pourra justement aborder des pistes d'amélioration, des éléments sur lesquels on pourra travailler, potentiellement des formations, des demandes de montée en compétences ou d'autres types de solutions à mettre en place. Et voilà, si on fait pas ce travail d'essayer d'identifier et de se poser les bonnes questions, après c'est tout de suite plus compliqué pour s'améliorer pour la suite. On va pas se le cacher, l'entretien annuel, c'est un moment qui est très attendu par le collaborateur parce que c'est aussi le moment où on peut négocier ou du moins tenter de renégocier son salaire. À quel moment on parle du salaire et comment on amène le sujet? Alors ça va vraiment dépendre des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont avoir tendance à déjà décorréler les deux conversations. Et c'est assez simple de comprendre pourquoi. Parce que si on discute de performance et de salaire en même temps, forcément, vous allez vous poser la question, oui d'accord, mais ça veut dire quoi pour mon augmentation salariale à la fin? Et on peut potentiellement occulter toute la question développement qui va souvent passer un petit peu à la trappe. Et c'est normal, on est humain, on travaille pour une rétribution. Donc, j'imagine que c'est aussi si tu mets les deux en même temps, tu peux être un peu moins transparent parce que tu te dis aussi tous mes points d'amélioration, mes difficultés, voilà. Est-ce que si j'en parle, j'aurai moins de pouvoir dans ma négo, quoi. Tout à fait, tu vas pouvoir avoir tendance à te survendre ou à essayer de mettre que ces éléments-là en avant, alors que le moment de la performance, c'est vraiment, comme on disait, pour faire cet état des lieux de qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé. Donc souvent, les entreprises, elles vont décorréler les deux, ce qui fait que le moment de l'entretien annuel ou de trimestre, etc., n'est pas le moment qui est fait pour aborder cette question. Donc moi, ma recommandation, c'est de se renseigner comment ça se passe dans mon entreprise. Est-ce qu'il y a un moment dédié pour la performance et un moment dédié pour la négociation salariale? Maintenant, si vous voulez vraiment aborder ce point-là et qu'il n'y a pas d'autre moment pour le faire, ma vraie recommandation, c'est de l'aborder à la fin, en se disant qu'on va d'abord essayer de mettre en avant qu'on est motivé, qu'on veut s'améliorer, mettre en avant ce qu'on a bien fait comme peut-être ce qui est améliorable, et à la fin en disant voilà, je voudrais être transparent, j'ai des attentes, et aussi bien avoir conscience que son manager ne pourra pas forcément répondre tout de suite parce qu'il a besoin de faire revalider ça, parce qu'il y a des process, et que lui va être dans une approche d'écoute et qu'à ce stade-là, il va noter vos prétentions. Donc c'est pas impossible de l'aborder, mais il faut quand même garder en tête que c'est pas le moment premier pour le faire en tout cas. Si le manager n'aborde pas le sujet, mais que pour autant tu t'es renseigné et tu sais que c'est à ce moment-là que la discussion est ouverte, c'est OK pour le faire soi-même? Bien sûr.
Bien sûr. Encore une fois, il faut travailler la forme, il faut montrer à son manager pourquoi on est dans un cadre de surperformance, pourquoi on mérite cette augmentation. Il faut montrer des exemples concrets, il faut justifier, il ne faut pas juste arriver en disant voilà, j'ai telle prétention, point. Non, il faut vraiment expliquer, il faut que vous mettiez votre manager dans une position où il comprend votre attente, il comprend pourquoi vous méritez réellement cette augmentation-là, et ça peut tout à fait être le moment de vous-même proactivement en parler, mais tout en gardant en tête que ça se prépare. On n'arrive pas juste avec des demandes, il faut aussi expliquer pourquoi et remettre tout ça dans son contexte. Justement, Jordan, sur quelle base on peut renégocier son salaire? Qu'est-ce qu'on peut demander en termes de pourcentage d'augmentation? Et est-ce que c'est automatique une augmentation? Ça fait beaucoup de questions. Ouais. Potentiellement, ça peut être automatique dans le cadre où il y a des négociations annuelles obligatoires, et ce qui a été négocié avec les partenaires sociaux, c'est une augmentation pour à peu près tout le monde, et puis en fonction de critères plus ou moins objectifs, il y a des plus performants qui touchent un petit peu plus et des moins performants qui touchent un peu moins, donc on va mettre de côté ce cas-là. Dans les faits, il peut y avoir une réponse par secteur. Donc la première des choses à regarder, c'est déjà à quel secteur j'appartiens. Est-ce qu'il y a des études qui existent? Et donc je reviens encore une fois aux faits. Donc est-ce qu'il y a des études sur lesquelles je peux m'appuyer? Ces études, ça va être des études de positionnement salarial. Donc vous allez avoir, par rapport à ma fonction dans tel secteur, le benchmark me donne une fourchette si je suis plutôt à un niveau junior, un niveau intermédiaire ou un niveau senior. Il y a des études assez intéressantes. Plus vous êtes dans des grosses boîtes, plus elles peuvent se permettre d'acheter ces données-là autour de positionnement par rapport à une médiane marché. Ce qui vous permet normalement, et certaines boîtes le font de manière très transparente, de vous donner votre positionnement par rapport à la médiane. La médiane, elle ne donne pas forcément à voir la médiane des salaires de votre entreprise, mais la médiane du secteur, ce qui vous permet de vous dire, si la politique salariale de mon entreprise, c'est un positionnement, je sais pas, par exemple, entre 80 et 120% de la médiane, si je suis à 90 et que je viens de démarrer sur mon job et que je suis plutôt en profil junior, je suis plutôt bien positionné. Au contraire, si je viens de je rejoins une entreprise qui a forcément fait un petit effort pour me recruter et que je suis déjà à 110, je sais que ma première négociation salariale va forcément être un peu évidente parce qu'elle a investi sur moi au départ, et que forcément, pour pouvoir aller jusqu'au 120 qui est très proche, ça va être plus compliqué. Donc revenir à ça, c'est ultra important. Le plus difficile, et là j'ai pas une réponse magique, c'est quand il n'y a pas de données. On vient de rentrer dans une petite boîte, il y a des données de marché qui sont très très vagues, c'est une start-up, on me dit que c'est difficile et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de budget. À ce moment-là, je pense qu'il faut arriver avec soit aussi ses convictions, comparer un petit peu, et puis arriver avec en tête une volonté d'augmentation pour être vraiment dans la discussion avec la personne avec laquelle vous allez négocier, que ce soit un RH ou quand c'est une toute petite boîte, directement le fondateur par exemple. C'est quoi les études sur lesquelles on peut se baser? Tu as des exemples d'études solides sur le sujet? Alors, je pense qu'il y a un peu de tout sur Internet pour le coup, avec des gens qui partagent leur salaire, et vous pouvez comparer monsalaire.com et puis voir si vous êtes bien positionné. Bon, globalement, ces sites-là, ils font pas mal leur pain sur les salaires que vous allez communiquer avec en échange de données que vous allez recevoir en contrepartie. Il y a des grands cabinets d'expertise en recrutement qui fournissent chaque année des études qui sont plutôt très solides et bien documentées. Moi, je reprends les études classiques. Vous avez les grands cabinets comme Korn Ferry ou Hay qui fournissent pour le coup des données un peu tout secteur. Comme c'est tout secteur, à des moments, ça va pas être assez spécifique pour vos métiers et donc il va falloir creuser. Néanmoins, encore une fois, ça va donner une fourchette basse et une fourchette haute qui va permettre de savoir est-ce que vous êtes complètement dépositionné ou au contraire plutôt dans la fourchette, et à ce moment-là, il faudra revenir vers votre RH ou vos managers pour affiner les choses. Sur le pourcentage d'augmentation, c'est assez différent en général en start-up et en grand groupe. Globalement, en grand groupe, tu démarres à un salaire plus haut, donc tu es moins augmenté, et en start-up, c'est le contraire. Est-ce que, de ton expérience, tu as des pourcentages un peu à nous donner en fonction des industries ? En préparant un peu l'intervention, quand on regarde un peu, évidemment, il y a les secteurs porteurs qu'on connaît tous. Les études d'ailleurs de rémunération des jeunes diplômés quand on sort d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs ou de fac le montrent. C'est que globalement, on est effectivement mieux rémunéré dans les secteurs de l'audit, de la finance, de la banque, qui tendent quand même à être un peu challengés par les secteurs d'expertise. Évidemment que quand on est développeur et qu'on sort d'une super école parce qu'il y a une rareté du métier, on se retrouve avec des rémunérations qui sont très intéressantes. Et donc des pourcentages
pourcentage d'augmentation qui le sont aussi. Dans l'audit et le conseil, c'est un peu particulier parce que globalement, la pyramide est construite pour que, au fur et à mesure, les gens abandonnent ces métiers-là et puis se dirigent vers d'autres métiers. Donc en fait, il y a des pourcentages d'augmentation qui sont assez intéressants à la fois pour retenir ceux qui voudraient rester et puis pour discriminer aussi ceux qui sont pas performants. À l'inverse, effectivement, en start-up, je pense que puisqu'on démarre à un salaire qui est un peu plus faible, en général, là je fais forcément des généralités, il y a des pourcentages d'augmentation qui sont plus forts que dans les grands groupes, plutôt autour de 5%, là où dans le conseil, on va plutôt être entre du 5 et 10% pour les très performants. Et puis ensuite vous avez des secteurs où là c'est plutôt lié à la coexistence de métiers qui sont faciles à recruter, et là vous allez être sur des pourcentages d'augmentation qui vont être situés encore une fois entre 2 et 5%. C'est pas que vous êtes mal rémunéré, c'est sûrement que dans ce secteur-là, il y a énormément de concurrence. Le secteur du textile dont on vient, il y a quand même beaucoup de métiers qui sont assez interchangeables. Le marketing grande consommation, vous avez énormément de profils, donc énormément de concurrence. Les profils de commerciaux, en début de carrière notamment, avant de passer sur des étapes de négociation, c'est des profils qui se trouvent assez facilement, et donc forcément, ça tire un petit peu les salaires vers le bas, et donc ça vous met pas en position de force pour négocier. J'ai une question sur laquelle vous n'êtes pas d'accord tous les deux, donc ça va être intéressant. Pauline, est-ce que pour toi c'est possible d'amener des éléments perso dans la négo, de type je veux acheter un appartement, donc je vais demander plus en termes de pourcentage d'augmentation? Alors dans la théorie, oui, c'est possible. Les gens peuvent le faire. Après, moi, c'est pas un conseil que je donne et c'est pas quelque chose que je recommande parce que je considère que voilà, tout le monde a ses problématiques personnelles et que potentiellement tout le monde peut utiliser cet argument-là. Et je pense que c'est toujours beaucoup plus impactant de rester dans le cadre professionnel et de vraiment démontrer à votre manager que vous avez surperformé. C'est vraiment votre objectif puisque vous demandez une augmentation, vous demandez plus. Donc vous devez montrer que vous avez atteint plus que ce que vous êtes rémunéré pour aujourd'hui. Et ça passe par montrer que vous avez surperformé sur vos objectifs et que vous avez une attitude au top. Et voilà, je pense que ça vous avantagera pas personnellement à amener des arguments perso du type je veux changer d'appart ou quoi que ça puisse être, parce que tout le monde potentiellement peut sortir cet argument-là. Et du coup, je pense que c'est en tout cas assez délicat, donc je ne le recommande pas. Donc forcément, je le recommande, non. Non, la réalité sur cette question-là, c'est qu'elle est très compliquée. C'est-à-dire que si je me mets pas dans vos baskets et que je me mets vraiment dans les miennes de RH qui va avoir à négocier avec quelqu'un, je préfère qu'on me mette sur la table des arguments personnels expliquant pourquoi il peut y avoir une potentielle frustration que d'être face à quelqu'un qui est inflexible dans une négociation et à la fin je vais basculer un peu dans le jugement en me disant il est super têtu, il va falloir que moi je sois très péremptoire sur le c'est fini, la négociation s'arrête ici, c'est à prendre ou à laisser. Et en fait on n'est plus du tout constructif dans ces moments-là, la personne en face ne l'est pas, elle est très bloquée sur ses convictions et donc on n'avance pas. La relation, qu'elle soit managériale ou entre un RH et des équipes, c'est aussi une relation de confiance, et en fait aborder ces sujets-là, ça me semble être important. Pouvoir dire j'ai un projet, ça peut être un projet de fonder une famille, ça peut être effectivement d'acquérir un appartement, ça peut être plein de choses qui expliquent un peu pourquoi la négociation elle devient plus dure. Et donc si moi j'ai ces clés-là, ça veut pas dire que je vais lâcher davantage. Je vais davantage comprendre la personne et être en empathie avec elle. Après, je garde mon libre arbitre, je garde mon caractère objectif, je garde aussi en tête mon objectif d'équité entre les salariés. Et donc, ça veut pas dire que je vais lâcher plus. En tout cas, je vais comprendre. Comprendre, ça permet aussi de me mettre dans une posture où je vais pouvoir demander à la personne de me comprendre aussi quand je vais devoir faire des arbitrages. Et c'est plutôt comme ça que j'imagine la relation partenariale dans l'échange qu'est une négociation, plus que de me dire, effectivement, la négociation idéale, c'est des critères objectifs, une grille transparente. La réalité, c'est que ça reste des relations humaines et que dans une négociation, pour sortir de la relation, c'est le meilleur négociateur qui finit avec le meilleur salaire. Il faut comprendre les gens et c'est pour ça que, sans m'opposer totalement à ce que tu dis, Pauline, je dis que c'est important de prendre en compte les critères qui sont importants pour les gens et en l'occurrence, un projet, c'est important pour les gens. Justement, je trouve ça intéressant de savoir comment ça marche du côté RH. Est-ce que vous donnez des enveloppes aux managers, enfin, quel est notre pouvoir, entre guillemets? Est-ce que les choses sont un peu déjà jouées d'avance ou est-ce qu'on a vraiment un rôle à jouer le jour J, quoi? Oui, alors effectivement, non. Enfin,
Ça va dépendre déjà des entreprises et des process qui sont en place. Généralement, oui, il y a une enveloppe qui est quand même définie. Il y a une forme de cadrage avec des conseils pour les managers, justement pour les accompagner, en disant voilà, on va par exemple éviter le saupoudrage. On va plutôt se concentrer sur les personnes qui sont en surperformance, etc. Donc on va guider les managers, on va leur donner donc une enveloppe. On n'augmente pas tout le monde, mais on augmente plus significativement les gens qui Exactement. Donc on va quand même leur donner des billes, je dirais, des conseils, on va les accompagner dans ça. Mais après, effectivement, je te rejoins tout à fait sur le fait qu'on gère quand même de l'humain. Donc bien qu'il y ait des enveloppes qui soient définies, il y a toujours après une forme de flexibilité qui va rentrer en compte, et puis ensuite un jeu de négociation au niveau des différentes équipes, aussi au niveau des différents managers, qui vont eux-mêmes présenter leurs enjeux, qui sont pas forcément les mêmes en fonction de leur département, et il y a toujours effectivement une marge de négociation, il y a toujours une marge d'ajustement qui va se faire, même si nous, d'un point de vue RH, l'objectif c'est quand même d'harmoniser au maximum et de donner un cadre pour que ce soit pas non plus le bazar quand on fait ces process-là. Je te fais l'envers du décor. Vas-y. Bon. L'envers du décor, si on se met dans la peau d'un entrepreneur, imaginez que vous avez un budget, vous définissez pour l'année à peu près le chiffre d'affaires que vous allez faire, les objectifs que vous allez remplir, et puis vous avez votre masse salariale et vous imaginez que, je sais pas, vous faites une projection et vous dites, je mets globalement pour assurer plus 4%. Globalement, le plus 4%, vous le mettez pour tout le monde, histoire que ça lisse sur l'ensemble de vos salariés et que ça soit à peu près représentatif de l'évolution que vous voulez pour votre masse salariale. Évidemment, vous n'allez pas faire plus 4% à tout le monde, puisque vous voulez éviter le saupoudrage. Si vous avez un système d'évaluation solide, ce qui n'est pas forcément le cas dans plein de boîtes d'ailleurs, vous pouvez donc être discriminant et donc déterminer que les moins contributifs ou les personnes qui ont le moins d'impact vont être augmentées de 0 ou un tout petit peu, et puis que les plus contributifs vont être un petit peu plus discriminés, donc on va aller au-delà des 4% par exemple. Ça, c'est en théorie. En pratique, je pense que oui, il y a un volet à la négociation. J'irais même un peu plus loin, c'est que si les systèmes d'augmentation étaient moins figés, c'est-à-dire qu'une fois par an, il n'y avait pas ce fameux grand théâtre qu'il faut jouer pour pouvoir négocier, les entreprises s'en porteraient mieux. Je pense que la confiance serait plus forte entre les salariés et le top management ou les RH par exemple quand la négo a lieu avec le RH. Il y a notamment des entreprises qui mettent en place des systèmes, c'est pas forcément notre cas, mais qui mettent en place des systèmes hyper ouverts où globalement le jour où vous décidez de demander une augmentation, il y a un process qui est mis en place où vous devez recueillir le feedback de 3 personnes sur votre performance, où votre manager doit vous sponsoriser dans votre demande, et là il y a un comité qui se rejoint, qui est composé à la fois de managers et de salariés pour examiner votre demande. Si cette demande elle est dans une fourchette qui est globalement le point d'augmentation qui a été défini pour l'année dans la société, donc par exemple je reprends mon exemple 4%, globalement l'augmentation elle vous est donnée de manière quasi automatique. Si l'augmentation que vous avez demandée elle est bien supérieure, alors à ce moment-là il faut constituer un dossier avec un peu comme un book, vos réalisations de l'année, l'impact, démontrer que vous avez surperformé, et donc ça veut dire que vous partez en campagne. Et ça me semble intéressant, c'est que on en revient à la préparation, le fait d'être très factuel, le fait de sortir des chiffres, et donc du coup on sort de la fameuse salary review annuelle pour être dans un truc qui peut avoir lieu tous les ans, toutes les années et demie, tous les 2 ans, bref, quand vous vous sentez prêt. Et si vous revenez tous les 6 mois et qu'à chaque fois vous êtes à côté de la plaque, alors à ce moment-là, il y aura un petit peu un recadrage, et ce sera aussi l'illustration que vous n'êtes pas à même de vous auto-évaluer, et donc ça sera un problème pour l'entreprise. Justement, dans le cas assez récurrent, j'imagine, où on n'obtient pas ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, l'idée, c'est de comprendre pourquoi on n'a pas obtenu ce qu'on veut. Effectivement, je pense récolter un feedback de la part de son manager. Ok, j'ai pas obtenu ça, je peux l'entendre. Maintenant, pourquoi ? Toujours rester dans cette optique de se développer et d'aller toujours dans l'amélioration continue en disant ok, maintenant j'ai bien compris pourquoi, je vais agir sur ces leviers-là dans l'optique, effectivement, les 6 prochains mois, quand je reviens, d'avoir cette augmentation-là. Donc c'est hyper important d'essayer d'avoir l'explication, de la comprendre, de l'intégrer et de pouvoir justement mettre en place des actions qui vont vous permettre de répondre à ça et d'arriver à votre objectif. Donc je dirais c'est vraiment essayer d'avoir cette information-là et de pouvoir continuer à vous projeter vers la suite. Ta question, elle n'est pas évidente parce qu'elle nous ramène à la propre relation qu'on a à l'argent.
sur ce volet-là et à la gestion de notre frustration. C'est-à-dire que globalement, si je me suis fixé en rentrant dans l'entretien un plus 10% et que j'ai plus 8%, je vais me dire en fait j'ai raté ma négo. Mais est-ce que mon plus 10% d'une part il était légitime? Peut-être que mon plus 10% chez moi versus quelqu'un d'autre, ce sera pas la même chose. Et donc du coup, souvent on va plus se projeter dans une comparaison. Donc je sais qu'un tel, il a eu tant, donc forcément si j'ai pas tant, je vais être déçu, alors qu'en fait peut-être que le point d'augmentation que j'ai eu, les 8% pour reprendre mon exemple, en fait il est largement suffisant par rapport à mon objectif. Et donc encore une fois, il faut prendre le recul, même si on est sous le coup de l'émotion et que c'est super plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Mais la relation à l'argent et la relation notamment à l'augmentation, elle est plus liée à une comparaison qu'on se fait aux autres, une comparaison qu'on se fait au métier, que vraiment ce dont on a besoin. Et je pense qu'encore une fois, c'est là que j'en reviens à mon exemple de ce dont j'ai besoin, c'est. Et donc pour ça, il faut des fois partager un petit peu avec son manager quelles sont les réalités qui sont les nôtres, les projets qui sont les nôtres, pour pouvoir un peu avoir des arguments un peu plus solides. Et gérer soi-même sa propre frustration. La réalité, c'est que, franchement, depuis que je fais ce métier-là, j'ai rarement eu quelqu'un qui m'a sauté au cou en me disant génial, c'était exactement ce que je voulais. Et la plupart du temps, quand on dit génial, c'est exactement ce que tu voulais, toi, en tant que RH, si tu arrives à gérer, t'es content. Mais à côté, t'as le manager qui te dit ouais, bon, on aurait pu lui filer moins. Ça veut dire qu'en gros, on a été trop généreux. Et en fait, je pense qu'il faut pas être dans cette relation de qui est-ce qui a gagné la négo. Il n'y a pas de qui est-ce qui gagne la négo. Il y a comment est-ce qu'on rend le truc le plus objectif possible et comment, et ça c'est partie de notre métier, on gère la frustration des gens qui, la plupart du temps, nous disent j'aurais bien aimé plus, tout simplement parce qu'ils préparent déjà la négo d'après. On a beaucoup parlé salaire. L'entretien annuel, ça sert aussi à prendre un peu de hauteur sur son travail. C'est notamment le moment de voir un peu comment on se projette sur le moyen et long terme dans l'entreprise. Comment on prépare cette partie un peu plus axée sur le développement personnel et de quoi on va parler concrètement durant ce moment-là? Alors, sur la partie développement personnel, moi, je trouve que c'est le moment le plus intéressant parce que c'est justement le moment qu'on doit s'utiliser pour se projeter, pour avancer dans sa carrière. Et on sort un petit peu du cadre du quotidien où on est sur ses objectifs, on est sur ce qu'il y a à faire, etc. pour vraiment travailler son projet. Et donc, moi, ce que je recommande déjà, c'est de se poser la question vers où on veut aller. Et une fois qu'on a déterminé son objectif, essayer un petit peu de faire le bilan de où on est aujourd'hui par rapport à cet objectif-là. Et toujours dans un esprit de transparence, de le partager avec son manager pour dire voilà, aujourd'hui, mon job c'est ça que je vise à moyen, long terme. Maintenant, est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que je puisse atteindre cet objectif-là? Et également, pas juste attendre que le manager arrive avec des solutions miracles, puisque ça n'arrive pas. C'est aussi à vous de l'aider à trouver les bonnes pistes pour vous accompagner à construire ce projet. Donc les bonnes pistes, ça peut être tout un tas de choses et elles vont découler naturellement de ce que vous allez identifier en termes d'objectifs. Ça peut être, on pense très spontanément rapidement à la formation, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être de travailler avec des collègues, ça peut être demander des missions supplémentaires pour acquérir une compétence, ça peut être faire des présentations, etc. Donc, juste dans son équipe. Voilà, ça peut être si par exemple on veut changer de rôle ou si il y a une surcharge actuellement dans l'équipe ou autre. Donc, il faut vraiment essayer de prendre du recul, se poser la question, ok, aujourd'hui, je fais ça. Qu'est-ce que je veux faire demain et comment je peux y arriver et quels sont les moyens que je peux proposer à mon manager. Et ensuite, le manager, il va être là pour vous conseiller, il va être là pour faire le miroir de ce que vous avez proposé et vous dire ce qui est réalisable ou pas. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas réalisables. Peut-être qu'on ne pourra pas vous donner la formation que vous vouliez, mais il y a peut-être d'autres moyens qu'on peut mobiliser en interne dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment d'essayer d'avoir ce dialogue et aussi garder en tête que à partir du moment où votre manager, il est au courant de votre projet, peut-être que dans les 3-6 prochains mois, il y a quelque chose qui va se passer et que ça va permettre de débloquer. Et finalement, on pensera à vous en se disant « Ah oui, telle personne dans mon équipe, elle m'avait parlé de ce projet qu'elle avait. Et du coup, maintenant que j'y pense, il y a telle opportunité, ça pourrait peut-être matcher. » Alors que si vous en parlez pas et que si vous prenez pas le temps de faire ce travail d'introspection, évidemment, votre manager, il pourra pas deviner, il pourra pas vous conseiller. Mais avant tout, ça doit aussi venir de vous. Sur le sujet de la formation, souvent dans les grandes entreprises, tu as des catalogues de formation où tu peux choisir. Dans beaucoup de petites entreprises, ça n'existe pas.
Comment tu peux amener ce sujet-là quand c'est pas encore très mature dans ton entreprise? Est-ce que c'est possible d'ailleurs de l'amener? Alors oui, il faut l'amener, c'est hyper important. J'en reviendrai toujours à ces fameux axes d'amélioration ou à ses forces. Donc on peut essayer de soit se dire qu'on veut capitaliser sur ses forces, c'est une approche aussi qui est hyper intéressante, soit se dire qu'on veut augmenter sa compétence dans tel ou tel aspect. Une fois qu'on a identifié le sujet, oui, la première chose c'est se renseigner sur ce qu'il existe. Il va y avoir des entreprises qui sont très matures sur ça et qui vont avoir effectivement ce fameux catalogue de formation interne. Il y a des entreprises qui tout simplement n'ont pas ça. Donc ça va être un petit peu essayer de chercher. Je pense que c'est un peu comme sur la question des salaires. En fait, il n'y a pas de liste miracle des formations. Il faut se renseigner. Je pense qu'un bon moyen déjà dans un premier temps, c'est d'aller voir ses pairs, peut-être des gens qui ont déjà eux-mêmes eu le parcours qu'on veut avoir, et d'essayer d'identifier peut-être les formations qu'ils ont pu avoir. Et aussi garder en tête que de plus en plus, notamment avec la réforme de la formation, on va rentrer dans un modèle de co-construction. C'est vraiment un projet qu'il faudra construire avec votre entreprise. Et c'est pas juste je vais faire ma petite formation dans mon coin et c'est un dû, etc. L'entreprise va vraiment avoir une approche où on va en fait essayer de mobiliser des compétences qui sont critiques pour un job aujourd'hui, pour la mission, et effectivement pour un plan de carrière, mais pas n'importe quel plan de carrière. Il faut aussi que c'est une cohérence dans l'entreprise. L'entreprise ne va pas vous payer un cours de couture si on est dans le digital et que ça bénéficie pas aussi à l'organisation de manière plus globale. Donc il faut aussi se rapprocher de ça, essayer toujours d'être en cohérence avec son manager par rapport au secteur, par rapport au métier, par rapport à la réalité aussi du terrain, et effectivement essayer de multiplier les sources parce qu'il n'y a pas un site où on va retrouver toutes les informations. Il faut vraiment faire ce travail de fourmi, je dirais, pour se renseigner. Mais pour ça, c'est le rôle effectivement du collaborateur de se renseigner, parce qu'on peut penser, peut-être naïvement, mais que c'est un peu intrusif de se dire j'ai fait mes recherches alors que je sais même pas si concrètement je vais pouvoir avoir une formation. Pour moi, c'est les deux. À la fois, le manager, effectivement, doit être aussi là en support et est tout à fait amené à proposer des choses, mais ça paraîtra pas intrusif de la part d'un collaborateur de dire à son manager regarde, je me suis renseigné. Au contraire, je pense que c'est vraiment montrer au manager qu'on est proactif, qu'on s'intéresse et qu'on n'attend pas que tout nous tombe tout cuit dans la bouche, et finalement de se dire voilà, je suis vraiment investi dans mon projet, je suis responsable de mon projet. Évidemment, ça ne veut pas dire que ce sera validé, ça ne veut pas dire que le manager va dire « Ok, go, je valide ». Par contre, ça va avoir l'avantage de créer une conversation, peut-être d'autres alternatives. Donc oui, proposer, y aller avec une posture positive en se disant c'est ce que moi je propose, et être prêt à entendre potentiellement d'autres alternatives qui nous seront contre-proposées. Tu voulais ajouter quelque chose ? Je pense que la formation, c'est votre allié, enfin la formation, ou en tout cas les dispositifs qui sont une autre forme de rémunération, c'est votre allié dans une négociation salariale. C'est-à-dire que peut-être que vous n'allez pas obtenir les 10% que vous aviez, que vous allez en obtenir que 5, mais si à côté vous obtenez la formation au management qui va bien, le passage d'un outil de développement personnel qui va vous aider aussi à avancer, ou une formation technique métier qui va vous aider à augmenter en expertise, alors vous avez tout gagné. Parce qu'encore une fois, les carrières, elles sont longues. D'ailleurs, dans une carrière, vous allez faire 1 milliard de choses. Et donc, en fait, investir sur vous, c'est le plus important. Il y a des moments, entreprendre 5 points d'augmentation, donc vous allez à peu près reverser la moitié aux impôts, et prendre une formation qui va peut-être prendre 1 semaine, 10 jours de votre année, où vous allez investir sur vous et ça vous permettra de vous réinventer, de prendre un peu de recul et de continuer à avancer, alors je pense qu'il faut avoir la réflexion et se poser tranquillement sur ce qui est le plus intéressant pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut le demander tous les ans, d'ailleurs on vous l'accordera pas forcément tous les ans. Néanmoins, encore une fois, une carrière ça se construit, des virages dans une carrière encore plus ça se prépare, et donc je pense que c'est ultra important que vous ayez cette relation très proactive à la formation. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a des entreprises qui sont absolument pas outillées pour pouvoir vous accompagner là-dedans, peu importe leur taille d'ailleurs. La deuxième, c'est que encore une fois, les 3/4 du temps, la formation, on la subit, c'est-à-dire qu'elle est poussée par le manager. Alors quand vous êtes plutôt junior ou au début d'une carrière, c'est intéressant parce qu'on vous aiguille, mais plus ça va, plus vous êtes suffisamment expert, vous avez suffisamment de recul pour connaître les super bonnes pratiques qui peuvent exister sur le marché, à aller chercher telle ou telle formation qui peuvent être pertinentes pour votre expertise métier. Ou encore une fois, si vous avez envie de vous développer sur un aspect du management ou sur une formation spécifique qui vous concerne, vous serez les meilleurs, les plus appropriés pour choisir la formation qui vous va bien. Donc encore une fois, plus vous pouvez être pilote de votre parcours de formation, mieux ce sera pour vous, et mieux les RH vous recevront évidemment sur cette question-là.
Tu disais, on ne forme pas tout le monde. Dans la réalité d'une boîte, comment tu peux être éligible à la formation? Est-ce que pour demander une formation, il faut se projeter à très long terme dans l'entreprise? Comment ça se passe? Alors, le fait de ne pas former tout le monde, c'est un problème. Je pense que les entreprises devraient former tout le monde. Ça fait partie de notre rôle et notre responsabilité sociale, hein, au-delà même d'actualiser les compétences des salariés, mais ça on pourra en parler presque pendant un boost entier sur ce sujet-là. Néanmoins, comment est-ce qu'on fait pour demander une formation? Tout simplement, encore une fois, on vient avec son besoin, on factualise les choses, le fait qu'on ait besoin d'actualiser ses connaissances quand on est sur un profil très technique, le fait que quand on est un nouveau manager démarrer sur cette fonction-là sans accompagnement et sans formation, pour moi ça me semble être une hérésie, ou en tout cas on met toutes les chances de son côté pour pas que ça se passe bien. Et puis après, il y a aussi un truc, si là je me remets dans mes baskets de RH, je pense que la responsabilité de l'entreprise, c'est plus de créer des programmes qui sont à l'image de sa culture, des valeurs qu'elle veut véhiculer, notamment sur l'aspect managérial, parce que ça, aucun organisme de formation externe ne pourra le faire aussi bien que si on l'internalise. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire venir des compétences de l'externe, mais en tout cas, il faut le mixer avec donner la coloration de son entreprise. Et pour les expertises externes, là, il faut aller chercher ce qui se fait de mieux sur le marché pour avoir à la fois du benchmark, de la comparaison. Et ça, le responsable formation, le RH peut être amené à le faire, ou en tant que collaborateur, effectivement, on peut être dans une relation très proactive à la chose, parce que souvent, moi, on m'amène sur la table des formations que j'avais évidemment pas détectées parce que je suis pas spécialiste du sujet. Cette partie sur le développement personnel, c'est aussi le moment de faire des feedbacks à l'entreprise, au manager. Comment on fait un feedback de manière bienveillante? Alors, moi, une méthodologie assez simple que j'aime bien préconiser aux collaborateurs, d'autant plus qu'on a introduit cette année le feedback aux managers. Donc, pour la toute première fois, nos collaborateurs doivent donner un feedback à leur manager et c'est vraiment pas facile. Donc, déjà, une petite méthodologie assez simple, c'est en anglais, c'est le keep doing, start doing, stop doing. Donc, c'est continue de faire telle chose, commence à faire telle chose, donc keep doing, start doing, et arrête telle chose. Et donc en fait, c'est un modèle que j'aime bien conseiller parce que c'est assez factuel. Il faut vraiment essayer de s'éloigner du sentiment, des choses qui sont dans l'émotion, pour essayer de se replacer dans l'opérationnel. Ça va un petit peu dédramatiser la situation parce que c'est pas forcément évident de faire l'exercice à l'envers. Ça peut être un peu impressionnant. Donc le fait peut-être d'utiliser cette méthodologie-là, au départ, ça va permettre de se rattacher à des choses qui sont plutôt concrètes et pour vous de véhiculer votre message avec des exemples en se disant voilà, on n'est pas en train de parler de ta personnalité en tant que manager, on est vraiment en train de parler de voilà concrètement dans mon travail au quotidien, ça j'aime bien quand tu le fais, ça j'aimerais bien que tu arrêtes, etc. Et puis après, aussi, par rapport à votre manager, vous avez probablement des attentes. Et il ne faut pas hésiter à lui faire un feedback aussi sur ces attentes que vous avez. Ça peut être plein de choses. Ça peut être, est-ce que votre manager, vous avez le sentiment qu'il vous permet de grandir? Est-ce que vous avez le sentiment que votre manager vous accompagne suffisamment au quotidien? Est-ce que vous avez le sentiment que votre manager cadre bien votre travail ou au contraire vous laisse suffisamment de liberté? Et en essayant d'aborder un petit peu les attentes que vous avez vis-à-vis de votre manager, vous allez déjà lui donner des billes pour effectivement qu'il puisse mieux vous manager, mais aussi améliorer la collaboration au quotidien, parce qu'au final, c'est un peu ça quand même l'objectif de ce feedback-là. Et ensuite, admettons, vous êtes hyper aligné, ça se passe très bien et tout, c'est très cool. Et admettons, vous êtes peut-être moins aligné sur certains sujets, essayez d'expliquer et de donner des exemples à votre manager. Ok, dans cette situation, il s'est passé ça, moi j'ai ressenti ça, j'aurais peut-être plutôt attendu que tu fasses ça, qu'est-ce que tu en penses? Donc vraiment essayer de rendre la chose la plus concrète pour qu'ils comprennent. Si vous arrivez et que vous dites à votre manager, t'as fait ça, j'ai vraiment pas apprécié, oui, clairement, c'est pas très constructif d'un point de vue communication. Il va pas forcément bien prendre le message, vous serez pas forcément bien écouté. Donc vraiment, essayez de vous mettre dans cette posture où c'est concret, on parle de l'opérationnel, on parle de vos attentes et on dérive pas sur d'autres sujets qui sont peut-être parfois un peu plus compliqués à expliquer. Donc ça, c'est un bon début. Et après, pour compléter, faut aussi garder en tête que oui,
Il y a l'entretien annuel, oui, il y a l'entretien trimestriel, mais il faut pas attendre ce moment-là pour se dire on va échanger. Vraiment, ces instances, ça doit en fait vraiment pas être des surprises. Ça doit être des bilans de tout ce qui s'est passé sur la période, et à la limite, vous devez arriver et lui, il doit savoir ce que vous allez dire et vice versa, parce que vous vous êtes vus tout au long de l'année. Vous avez des meetings tout au long de l'année, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, mais de manière régulière, où vous échangez. Et c'est finalement la conclusion de tous ces meetings-là. Ça ne doit pas être une découverte. Vous, comme lui, il ne doit pas tomber de sa chaise en se disant « Attends, tu m'en avais jamais parlé, pourquoi je découvre ça au bout d'un an ?» Ouais, le mot d'ordre, c'est jamais de la vie. Vous entrez dans une discussion avec votre manager lors de votre évaluation annuelle, surtout si elle se finit par la négociation salariale, donc si en gros il se passe tout à ce moment-là, et vous arrivez avec votre sac de feedback, et là vous déversez votre saut de frustration, en oubliant aussi de dire évidemment ce qui s'est bien passé, parce qu'à la fin, personne ne va rien retenir. C'est que globalement, on va rentrer dans ce fameux combat de boxe, c'est-à-dire que chacun a tout bien préparé, et puis votre manager va vous faire la liste de courses, vous allez faire votre liste de courses, et puis à la fin, il va falloir se séparer en se serrant la main, en se disant on a bien négocié. Ça, c'est l'accident industriel annoncé. Donc effectivement, je te rejoins. Le feedback, c'est toute l'année, dans les deux sens, hein, collaborateur, manager, collaborateur. Et bien évidemment que c'est facile de notre position, assis sur ce canapé, de dire que ça doit se faire comme ça. Néanmoins, et sans avoir une vision trop moderne du management, je pense que c'est des relations humaines pour que ça se passe bien. Et quand on est dans une relation managériale, c'est une relation, hein, donc ça part des deux côtés. Et si la relation ne vous va pas, il faut poser le contrat de relation pour que ça se passe bien avec moi. J'aime avoir du feedback, j'aime pouvoir en donner. Ok, vous avez le droit de le demander. En tout cas, c'est important de pouvoir le poser. La personne en face, elle a aussi la possibilité de pas vouloir danser avec vous, mais au moins vous avez posé vos principes de fonctionnement. Et je pense que c'est très important. Encore une fois, l'objectif, c'est de désacraliser cet entretien d'évaluation, qui s'il regroupe trop d'enjeux, vous allez forcément le louper. Si l'enjeu c'est d'améliorer la relation avec son manager, si l'enjeu c'est de faire le bilan sur ses forces, ses faiblesses, si l'enjeu c'est de négocier une formation, et si l'enjeu c'est de négocier son salaire, tu peux pas être sur tous les combats, quoi. On peut pas mener tous les combats. Et donc c'est pour ça. Faisons du feedback au fil de l'eau. Ça fait du bien de savoir pourquoi on est fort, ce qui marche bien, et pourquoi on est performant. Et ça, on oublie trop souvent que le feedback, il est avant tout pour soutenir la performance. Faisons le point régulièrement sur ce qui peut être amélioré pour corriger le tir. Comme ça, effectivement, à la fin, on n'a pas une découverte et on peut se centrer sur des aspects de développement qui sont bien plus intéressants que simplement le bilan et pourquoi on a été performant. Merci beaucoup. Merci à tous.